C'est un plaisir de vous voir aujourd'hui, 16 juin, à l'aube des vacances peut-être, hein, pour vous. On démarre ça tranquillement, Chantal? On va démarrer ça Oui, ouais, tout doucement, hein? ça va continuer à arriver. Donc, pour ceux dont c'est la première fois avec nous, je suis Pascale Dufresne, cofondatrice de la communauté et je suis accompagnée de ma complice, amie, collègue, muse, Chantal Boutin. Bonjour. Ben, bienvenue à cette deuxième édition des grands entretiens. Un beau bonjour à nos membres qui sont là aujourd'hui. Et on a aussi des gens qui ne sont pas membres de la communauté, mais qui sont des amis de nos deux invités. Alors, ben, un bonjour tout spécial à vous. Il y a un fil qui vous relie. C'est notre thème cette année de la communauté, ce fil qui nous relie. Alors, il y a un fil qui vous relie à un des leaders de la communauté. Alors, bienvenue. Puis je voulais dire aussi un petit bonjour spécial. On a trois membres qui ne sont pas là aujourd'hui, trois membres qui sont aussi participantes à notre programme niveau 2. Elles sont en train de présenter dans leur organisation une présentation sur le leadership humaniste. Alors, on leur dit un gros bonjour. Et on est très ravis de vous voir aujourd'hui pour ce thème qui parle du prendre soin. Être un leader en 2021, c'est un rôle d'une grande exigence et dans un contexte de turbulence, d'adversité, de fragilité humaine aussi, comme on a vécu dans la dernière année. Puis, ben, nous, les leaders humanistes, on a le cœur grand ouvert, on a le cœur bienveillant et on est toujours présent pour prendre soin de nos gens, de nos équipes. Et on porte une mission bien plus grande que nous, avec beaucoup de sens, avec beaucoup de passion. Et bien, vous le savez, nos membres et les autres, la durabilité est au cœur de notre approche. Et donc, comment est-ce qu'on peut poursuivre notre mission personnelle, corporative, euh, humaine, euh, en portant un leadership qui est durable? Alors, c'est ça le sujet du jour. Pourquoi des fois c'est difficile de mettre notre masque à oxygène en premier? C'est quoi les pistes à explorer pour arriver à ça? Alors, c'est un sujet qui est tout près de notre cœur, Chantal et moi, parce que ben, pour nous, on veut poursuivre notre mission très, très longtemps. Alors, on veut être en bonne santé physique, émotionnelle, spirituelle, mentale. Et on vous veut aussi en très bonne santé pour poursuivre votre mission très, très longtemps. Alors, c'est notre thème d'aujourd'hui, être au service de plus grand de façon durable pour soi. C'est Chantal qui va mener la première partie de l'échange avec nos deux invités, France et Nicolas. Et ensuite, il y aura une période d'échange et de questions. Alors, vous pourrez poser vos questions à nos invités, nous partager comment tout ça résonne pour vous. Alors, ben, on pensait débuter ça, Chantal et moi, aujourd'hui, parce qu'il y a aussi des invités qui n'ont pas vu notre vidéo de l'année. Alors, en guise d'ancrage, pour se gâter un peu, pour nous remettre dans le bain de la communauté, on va démarrer ça avec notre vidéo thème de l'année.
Alors Chantal, c'est à toi. Je te passe la Oui. parole et à nos invités. Ben, merci, merci encore d'être là. Et puis, Pascal parlait d'ancrage. Dans la vidéo, on parlait du jeu pour le nous, être au service du nous, ben, comment être au service de soi-même. Et pour moi, c'est une question, je disais à nos deux invités là, que je vais présenter très rapidement, mais c'est une question pour moi que je porte en moi, puis que je travaille, je disais, depuis la nuit de mes temps, cette question-là de comment me prendre soin et prendre soin des autres. Donc, c'est une question de fond pour des leaders humanistes, des leaders engagés. Et puis, le contact avec mes deux invités d'aujourd'hui, c'est un contact, ce fil qui nous lie. J'ai un fil qui me lie profondément avec nos deux invités, France Brochu et Nicolas Gildersleeve, aujourd'hui, là, qui ont accepté d'être avec nous pour faire cette présentation, ce temps d'entretien ensemble. Et puis, ce fil qui nous lie, c'est un fil où c'est avec beaucoup d'émotion aussi que ce fil-là, l'origine du fil avec Steve Gildersleeve, qui est ici aujourd'hui. Steve, c'est mon compagnon, mon complice professionnel qui m'a appris mon métier d'intervenante humaniste. C'est de lui que j'ai appris que le fondement de la personne, c'est la bonté. Puis il me disait, Steve, des fois, tu sais, chaque personne porte de la bonté. Des fois, il y a des chemins qui sont plus longs que d'autres pour arriver à connecter à la bonté. Donc, pour moi, ce fil qui me lie aujourd'hui aussi, c'est ce fil-là de Steve qui m'a présenté France Brochu à l'époque pour que je prenne contact donc avec cette femme-là qui est en train de partir tout le projet de Dynamo il y a déjà quelques années de ça. Ce fil qui me lie évidemment à Nicolas, parce que Nicolas, ben, je connais Steve depuis plus de 20 ans, donc j'ai vu Nicolas grandir dans tous les sens du mot pour le retrouver à ce moment-ci. Fait que ce fil qui nous relie ensemble est un fil qui est important. Puis on voit que tous les chemins, c'est comme comment on se tricote les uns les autres pour arriver aujourd'hui, pour moi, à ce moment-là de réflexion avec deux leaders d'exception qui travaillent dans des communautés, dans des organismes sans but lucratif pour venir en aide aux gens qui sont vulnérables. Alors, j'aimerais, vous avez peut-être eu la possibilité de voir leur biographie dans les présentations, mais j'aimerais, si vous me permettez, de les présenter brièvement à tour de rôle. Alors, France Brochu. France, une femme et une leader humaniste, créatrice, innovatrice au cœur d'or, qui a mis tous ses talents au service de Dynamo comme directrice générale et aussi, en plus d'être directrice générale, elle est facilitatrice intervenante auprès du développement de leaders dans des organismes à but non lucratif et qui œuvrent donc dans des communautés, je dirais, vulnérables avec toute la complicité de Centraide Grand Montréal pour améliorer les conditions de vie de ces populations-là que j'appelle de façon globale populations vulnérables. Elle est avocate de formation, mais elle s'est dédiée au service du plus grand que soi depuis plus de 20 ans dans la communauté, entre autres de Rosemont et de Petite-Patrie, après ça du Grand Montréal, et on peut dire qu'un impact dans tout le Québec pour le moins. Elle est chez Dynamo depuis 2009 à titre de directrice générale. Et le fil qui nous lie aussi, j'ai eu le privilège d'être
au conseil d'administration de Dynamo pendant 7 ans, dont 4 ans à titre de présidente de conseil d'administration. Donc, on a passé à toutes sortes de célébrations, de tempêtes et puis une grande complicité. Merci beaucoup, France, d'être là. Merci, Chantal. Nicolas Gildersleeve. Ben, ce qui me venait, c'est un homme globe-trotteur, curieux et généreux de ses connaissances. Il a parcouru le monde avec les caravaniers avant d'être appelé comme leader humaniste, je dirais, avec Médecins du Monde, la Croix-Rouge, entre autres. Parce que c'est un homme qui a été pris de justice sociale. Et puis, on dit que la pomme tombe pas loin de l'arbre. Donc, avec un père et une mère aussi dont les valeurs humanistes ont toujours été présentes. Donc, Nicolas, c'est dédié au service des populations. J'ai appelé ça des populations souffrantes. Parce qu'il me disait dans la préparation, il a parcouru nombre de pays sur la planète. Puis il dit, Chantal, juste de les nommer, probablement que ça me prendrait l'heure en entier pour nommer l'ensemble des pays qu'il a parcouru avec Médecins du Monde et la Croix-Rouge. Donc, un homme qui a vu, je pense, la beauté, qui a vu beaucoup de souffrance. Natalia, sa conjointe, est là aussi. Ils se sont rencontrés à l'international aussi. Nicolas a choisi le chemin de la vie, de la transformation aussi, même s'il a vu, je pense, beaucoup de souffrance et d'horreur de la guerre aussi. Et il est revenu au Québec il y a quelque temps. On a eu le plaisir de l'accueillir pour qu'il puisse mettre au service de nos communautés sa grande expertise et sensibilité de l'humain. Et il le fait auprès des hommes itinérants comme directeur général d'organismes communautaires sur la rive sud de Montréal. Donc, comme je disais, mon lien qui m'unit à Nico a pris ancrage il y a plus de 20 ans, puis c'est un homme d'expérience qui en a vu, que je rencontre aujourd'hui avec beaucoup d'émotion aussi. Merci, Nicolas, d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Fait que vous avez deux leaders qui, dans une mission, on dit on porte une mission plus grande que soi, puis dans des organismes qui œuvrent à aider les communautés aussi vulnérables et souffrantes, ben, imaginez-vous comment on peut répondre à la question, comment on peut être au service de plus grand que soi tout en se prenant soin. Et pour moi, ben, de vous offrir et de nous offrir la réflexion avec deux leaders qui ont, comme nous tous, comme leaders, à jongler avec ce paradoxe-là. J'espère, en tout cas, que ça va pouvoir tous nous inspirer à faire ce jeu et nous, être capable de faire la jonction entre nous et les autres aussi. Alors, la première question que j'avais à nous offrir, et j'espère qu'elle sera inspirante pour vous, c'est la première question, et je vais commencer avec France. Tu sais, France, comment s'est fait ton éveil de conscience et comment ce « et-là » a pu rentrer dans ta vie, prendre soin des autres et de toi en même temps? Merci Chantal de nous accueillir comme ça, de si belle façon, avec tout ton cœur. Je dirais que je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup travaillé, qui a toujours beaucoup donné, parce que je considère que j'ai beaucoup reçu aussi. Je suis de la gang des privilégiés. J'ai appris le sens du travail en regardant Allez, mon père qui était entrepreneur, qui partait à 6 heures le matin, qui revenait à 10 heures le soir. Donc, la valeur de l'engagement, la valeur du travail a toujours été importante chez moi. Et j'aime
ça, travailler. C'est peut-être ça mon piège, mais j'aime ça, travailler. J'ai choisi, après mon bac en droit, en faisant mon barreau, j'ai choisi volontairement le communautaire. Ce n'était pas parce que j'étais une avocate poche, puis ce n'était pas parce que je n'avais pas des bonnes notes à l'Université de Montréal que j'ai choisi dans le communautaire. J'ai choisi d'aller dans le communautaire en 89 parce que c'était pour aligner le sens puis mes valeurs, parce que je m'y reconnaissais. Puis là, je vois Daniel Goulet qui est à l'écran, qui est aussi DG d'une organisation communautaire. Et quand on est DG d'une organisation communautaire, là, il faut comprendre qu'on est, surtout il y a 30 ans, là, on est VP ressources humaines, VP ressources matérielles, VP développement des affaires, VP finance, on fait tout en fait. Il faut comprendre ça, c'est des petites équipes. Et donc, on couvre pas mal large. Je vous épargne les 20 premières années de mon expérience en communautaire, puis je me retourne il y a 10 ans, 11 ans, quand je suis arrivée chez Dynamo, une entreprise d'économie sociale, que je repartais à zéro. En fait, il y avait un conseil d'administration, il y avait des archives, il y avait un petit peu d'argent dans la caisse, il y avait un partenariat solide avec Centraide. Et moi, j'avais le mandat d'aller reconstruire cette organisation-là, que j'ai pris avec beaucoup de passion. Une organisation, donc, qui a eu des petits pics de croissance. Mon président, de ce moment-là, me disait, France, des pics de croissance dans les petites comme les grandes organisations, ça donne des turbulences. Puis en 2017, on n'est pas ni une bonne, mettons. En 2017, il n'y a rien qui marchait, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Je n'arrivais pas à gérer la prochaine étape du développement de notre organisation. Et là, j'étais fatiguée, ça faisait un bout, ça faisait 8 ans que je roulais en mode start-up, en énergie, etc. J'étais fatiguée, épuisée. J'avais en même temps ma fille qui vivait des problèmes de santé mentale, qui commençait à avoir des problèmes de santé mentale. Puis j'avoue que ça m'a emmené dans mon impuissance la plus totale à ce moment-là. La cohésion d'équipe n'était plus là chez nous. La vision partagée n'était plus là dans l'organisation. Moi, je ne voyais plus pantoute par où ce qu'il fallait aller aussi. Et là, je me retrouve assise avec ma présidente, Chantal Boutin, dans un Airbnb qu'elle avait loué à Montréal. Et elle me dit de me mettre au centre de mon système, puis de regarder mon système. Je brouille ma vie pendant 3 heures. Je suis à bout, vraiment. Et je me retrouve tout de suite après, devant mon conseil d'administration, à présenter une DG vulnérable avec les ballons. Je mettais au mur les ballons, ce qui allait bien, puis je mettais les valises qui n'allaient pas bien. Et je leur ai fait un portrait. Et une des grandes valises, c'est que moi, j'avais besoin d'aide. Et ça, c'est beaucoup d'audace pour moi de dire j'ai besoin d'aide. J'ai besoin qu'on me soutienne. J'ai besoin de ne plus être seule à assumer toutes ces responsabilités-là. Et là, la prise de conscience, c'est là qu'elle arrive. C'est qu'une fois que j'ose dire que je suis vulnérable, il arrive à ce moment quelque chose de magnifique, c'est qu'il y a du monde pour t'aider. Et j'entreprends un processus de coaching qui a été truffé d'apprentissage. Évidemment, je ne vous partagerai pas tout ça. C'est profondément intime, mais j'ai comme le goût de vous en livrer 2, 3 qui ont été marquants pour moi, puis qui me parlent encore aujourd'hui. Un apprentissage, c'est que je m'oblige toujours à être la bonne fille. La bonne fille au sens de fille de mon père, à être la bonne bosse, à être la bonne sœur, celle qui dit toujours oui, qui s'adapte, qui est généreuse, qui est toujours au rendez-vous. Ça, c'est mon premier apprentissage. Mon deuxième apprentissage, c'est que toute ma vie, j'ai voulu développer la capacité d'agir des gens. Ça a été ça ma job au comité logement, c'était ça ma job chez Dynamo, développer la capacité d'agir des gens en animant le programme leadership rassembleur, c'était ça aussi, c'est toujours ça. Mais en fait, quand je creuse plus loin, je vois les gens faibles. Wow, ça, je catch ça en coaching. Je capote ma vie. En fait, j'ai besoin de protéger les gens. Les gens, ils sont plus vulnérables que moi. Et donc, je me mets en mode protection. J'ai besoin de toujours aider. Je vois les autres en manque. Alors que je crois profondément au fait que tous les gens ont plein de puissance, qui peuvent faire arriver plein d'affaires. Mais dans les faits, je les vois en manque. Je les vois fragiles, je les vois faibles. Et moi, je dois leur offrir ma protection. Alors ça donne un coup pas mal. Ça me déstabilise et ça m'amène à comprendre qu'en fait, je me vois comme un pilier. Je me vois comme un pilier qui est solide, qui est toujours au rendez-vous. Un pilier qui, pour être disponible pour les autres, s'oublie plus souvent qu'autrement au passage. Mettre les autres en lumière, c'est tout de même, mettre les autres en lumière, mais c'est quand même s'enlever de la lumière à soi, parfois. Et donc, je constate ça. Et ça fait en sorte qu'évidemment, je ne prends pas beaucoup soin de moi à travers tout ça. Je me rends compte que c'est pour le restant de ma vie. Pour le restant de ma vie, ce sera le travail que j'aurai à faire.
Et ce que je veux faire, c'est quitter le rôle pilier pour me mettre en mode ronde humaine, pour me mettre en mode être avec les autres, faire confiance aux autres, travailler avec les autres, déléguer, partager le pouvoir. C'est un apprentissage de tous les jours que je dois faire, apprendre à me reposer sur les autres. Ce qui est fascinant, c'est que, en fait, Dynamo, c'est une boîte de la collaboration. Je me suis retrouvée, au final, dans une boîte où mon métier, c'est de faire travailler le monde ensemble. Puis c'est ça que moi, je dois apprendre. Prise de conscience, 1, 2, 3, que je viens de vous partager. Ton micro, Chantal. Ton micro, Chantal. Ça, c'est moi, ça. Alors, peut-être que ma face parlait aussi. Merci, merci France, de ton authenticité et puis de ta capacité de mettre au jeu. C'est ça, la conscience. Hein? Quand on dit éveil de conscience, ben, c'est ça, la conscience qu'on est dans des paradoxes aussi. Nous sommes un paradoxe vivant, hein? Aussi. Merci beaucoup à France. On va aller du côté de Nicolas. Comment tu aurais le goût de nous parler de qu'est-ce qui a été ton éveil de conscience de toi? Par où commencer, Chantal? Bien, par où commencer? J'aimerais être un politicien. Donc, remercier Chantal et Pascal de m'avoir invité. Merci à France aussi d'être là. Merci à toute la famille que j'ai autour de la table, aux amis, aux collègues. Vous êtes tous des personnes importantes. Vous avez tous eu un rôle important, spécialement mes parents et ma conjointe dans mes 44 dernières années et les collègues de travail qui sont là dans la dernière année et demie. Vraiment, vous êtes tous des personnes inspirantes ici autour de la table. Puis moi, j'ai toujours pensé que les personnes autour de moi étaient inspirantes. Mais est-ce que moi, je me considérais dans ces personnes-là? Est-ce que je m'inspire moi-même? Est-ce que après 15 ans d'humanitaire, après 20 ans à l'étranger, j'ai toujours été au service de l'autre. Toujours été au service de l'autre. Toujours que ce soit surtout les personnes vulnérables. Parfois, moins ma famille. Parfois, je passais plus de temps à aider les personnes qui étaient dans des difficultés extrêmes. Et j'oubliais mes enfants, j'oubliais ma conjointe, j'oubliais mes parents. Et j'ai appris au cours des dernières années à, comment on pourrait dire, à me connecter avec moi-même. J'ai fait une séance d'authenticité là, avec Chantal et Nancy qui est là, que je vois aussi. Très heureux de voir Nancy. C'est de là que tout a débuté, ce grounding. Comment on met ses pieds? Présentement, j'ai mes pieds vraiment à plat et je me sens groundé. Mais la première fois que Chantal m'a dit ça, mes pieds à plat, je me mets là, je fais quoi? C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi les histoires que mon père raconte aux gens pour aider les gens pendant qu'il n'est pas à la maison? Il est là au baluchon à aider les autres personnes et tout ça. C'est quelqu'un qui est là pour aider les autres. Moi, je me suis inspiré de mon père, je me suis inspiré de ma mère, qui a toujours été une battante. Je vais continuer à être un battant toute ma vie. Mais j'avais oublié de me grounder, j'avais oublié de me connecter. Puis, je suis arrivé en Colombie dans les dernières années, dans ma dernière mission avec Médecins sans frontières, où j'étais rendu fatigué d'aider les autres. J'étais rendu épuisé d'aider les autres personnes vulnérables. Et j'étais dans un pays où 80% des personnes qu'on venait en aide avaient des problèmes de santé mentale. Et je ne voulais pas reconnaître ma vulnérabilité et mon problème de santé mentale. Moi, j'étais plus fort que tout le monde. J'avais toujours été un bulldozer. Dans l'exercice qu'on avait fait avec Chantal, j'avais appris à connaître mon côté bulldozer et mon côté teddy bear. Vous en parlerez à ma conjointe, mais mon côté teddy bear, je ne l'utilise pas souvent. Et je dois apprendre à l'utiliser plus souvent. Puis c'était aller dans ma vulnérabilité, d'aller dans ce côté-là. Puis, donc, je suis tombé en arrêt de travail. Donc, moi qui aide les autres,
moi qui est directeur pays d'un endroit où on aide les personnes en santé mentale, je me sentais coupable d'être tombé en arrêt de travail. Je me disais, comment le directeur général en Colombie de Médecins sans frontières va tomber en arrêt maladie? Je veux dire, il y avait eu des événements marquants pour moi dans les mois précédents mon congé. Et grâce au soutien spécialement de ma conjointe, c'est comme, tu prends soin de toi ou tu prends soin de toi, c'est fini le niaisage. Tu sais? Puis, pour moi, ce long chemin pour apprendre prendre soin de moi a commencé à ce moment-là. Je ne l'avais pas réalisé avant ça. Je n'avais pas réalisé que je devais apprendre à prendre soin de moi parce que je pensais qu'on était là pour prendre soin des autres. Je pensais qu'on était seulement là pour les autres, puis j'ai réalisé que je pouvais être là pour mes enfants. En étant en congé maladie, c'est moi qui accueillais les enfants pendant 1 an à la maison. Je n'avais rien d'autre à faire que faire du sport, faire de la danse, puis être avec mes enfants. Tant mieux, j'ai retrouvé mes enfants, j'ai retrouvé ma conjointe, puis je me suis retrouvé moi-même. Je ne m'étais jamais posé la question, c'est qui vraiment Nicolas, puis où est-ce qu'on s'en va? Je m'étais toujours défini à travers mon travail et pas à travers qui je suis comme personne. Puis pour moi, ça a été un des éléments marquants dans ma vie de commencer à apprendre à prendre soin de moi et de m'ouvrir sur moi-même, d'accepter que je suis vulnérable, que je suis fragile, que je suis, comment on disait l'autre fois, sensible, quand je discutais avec Chantal. Est-ce que c'est une fragilité ou une sensibilité? Allons voir c'est quoi la définition d'hypersensibilité. Est-ce que je suis un hypersensible? Je ne le sais pas, mais on définira les critères après. Mais c'est vraiment cet élément-là où j'ai fait un éveil de conscience, où j'ai dit, OK, stop. La machine, elle a arrêté de fonctionner tout seul. La machine là, qui fonctionnait sur l'adrénaline, sur le fait que je suis un TDAH non diagnostiqué. Bonne chance à mes parents pour les 20 premières années de ma vie de m'avoir eu parce que c'était pas évident. Je montais dans les rideaux puis je me couchais à minuit. Mais sinon, je suis qui comme personne? Puis moi, c'est vraiment là que j'ai commencé à le réaliser. Et moi, tout ce qui était introspection, méditation, yoga, pleine conscience, cohérence cardiaque, nommez-les, c'était comme je dirais, j'ai jamais été en Chine, excusez-moi l'expression, mais c'était du chinois. C'était un monde que je ne connaissais pas. Et j'ai appris à l'apprivoiser dans les dernières années. Et j'ai été accueilli au Québec par des personnes extraordinaires qui m'ont accueilli dans qui je suis. Ma première job à vie au Québec, c'est en sortant d'un congé maladie. Donc, mettons que je continue à être sensible, puis je vis des moments des fois pas évidents, mais je sais que je suis là pour les autres, mais il ne faut pas que je m'oublie. Donc, je tenais à vous partager vraiment le moment clé dans ma vie dans les dernières années qui a fait que j'ai fait comme, OK, on peut-tu mettre un break puis se regarder dans le miroir? Donc, je suis rendu là, le miroir est là et j'apprends à me connaître. Merci, merci Nicolas de ce témoignage, je dirais, touchant, direct, qui parle effectivement parce que Nicolas me parlait souvent de la fragilité. Et puis, pour moi, la vulnérabilité fait partie de l'humain. On peut devenir fragile, mais il y a 2 parties en nous, hein, la force, puis c'est souvent par la force qu'on tient une mission plus grande que soi, puis notre vulnérabilité, notre sensibilité aux autres aussi, mais quand on ne se l'offre pas à soi, bien, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Puis la vie, comme à moi-même, c'est toujours mon corps qui m'a stoppé. C'est toujours mon corps qui m'a arrêté lorsque c'est la passion, l'intensité nous amène loin dans le dépassement de soi, mais ça donne en bout de ligne l'oubli de soi. Mais je me disais, pourquoi c'est si difficile de prendre soin de soi? Pourquoi c'est si difficile de prendre soin de soi? Je commencerai avec Nicolas. Qu'est-ce que tu aurais le goût de nous dire par rapport à ça? Il faut vraiment découvrir qu'on existe parce que ça, pour moi, ça, c'est la première découverte avant de prendre soin de soi. Puis j'ai appris à le faire avec
une collègue à moi qui m'a accompagné dans une approche thérapeutique où on met toutes les personnes importantes dans notre vie et je ne m'étais pas mis. J'étais pas là, j'étais pas au centre des personnes importantes dans ma vie. Il y avait mes amis, mes collègues, ma famille. Nicolas, il est où? Il est où sa feuille? Elle me disait, il est où? Ben, non, elle me disait, il manque-tu quelqu'un? Là, je regarde la feuille. Je suis comme, non, il manque personne. Là, je regarde encore la feuille. Il manque personne. Puis elle m'a comme donné des indices à mener. Je fais comme, c'est vrai, il faut que je me mette au centre de tout ça. Puis c'est là pour moi, en lien avec la question, tu sais, de pourquoi c'est difficile de prendre soin de toi, c'est parce que souvent, on s'oublie soi-même. Parce qu'on est là pour aider les autres. Puis je me suis oublié dans les 20 dernières années. Je me suis oublié. Puis tranquillement, j'ai appris à me connaître. Je me suis apprivoisé moi-même. D'habitude, on apprivoise les autres, mais là, je me suis apprivoisé moi-même. Puis en m'apprivoisant moi-même, j'ai appris que c'était pas évident de prendre soin de soi. C'est pas juste quelque chose que tu pèses sur une switch là, à on, puis tu mets ça à on, puis là, le lendemain, tu sais, si je pouvais avoir un reset, puis le lendemain, je serais en pleine forme, la vie serait belle, mais la vie n'est pas toujours comme ça. Puis c'est vraiment dans cette perspective-là qu'on s'oublie. On s'oublie, puis on met les autres en avant. Puis moi, c'est cet aspect-là. C'est cet aspect-là que je trouve difficile. C'est comme si je ne veux pas mettre la réalité en pleine face pour vraiment dire, là, il faut que je prenne soin de moi. Puis c'est ce qui est arrivé en Colombie. C'est comme, là, il faut que je prenne soin de moi. Et j'ai tout mis. J'ai mis la gomme. Hein? Ma conjointe est bien contente parce qu'elle est colombienne, puis j'ai appris à danser la salsa. Je veux dire, j'ai dansé la zumba, la salsa, le spinning. Je veux dire, je suis un danseur hors pair. Je n'ai pas pu mettre mes talents en pratique à cause de la pandémie, malheureusement. Mais j'ai vraiment comme, je me dis, tant qu'à mettre la gomme, là, on va y aller. Tous les professionnels qui existent, on va les voir, on va tout faire. Mais à la fin, il ne faut pas oublier que c'est nous. C'est qui nous? Puis apprendre à s'apprivoiser soi-même, même si on a tous les professionnels autour qui nous aident. Si la personne n'a pas fait ce choix-là, souvent, je pense aux gars auxquels on vient en aide ici à la CASA, puis si eux n'ont pas fait cette conscience-là de prendre soin d'eux puis de vouloir faire un processus qui va les amener plus loin, on a beau les tenir par la main toute une vie. Est-ce qu'ils vont vraiment aller plus loin s'ils n'ont pas réussi à faire cette pleine conscience-là? Et c'est l'expertise de nos intervenants qui les amène à ça. Mais il faut vraiment qu'il y ait un choix puis qu'on décide consciencieusement de prendre soin de soi. C'est pour ça, pour moi, que c'est vraiment difficile parce que tant qu'on ne l'aura pas décidé, puis malheureusement, je le vois encore, tant qu'on ne touche pas le fond, on ne le réalise pas. Et j'aimerais passer un message à tout le monde qu'on devrait être dans la prévention et non être dans la guérison. Et on est trop souvent dans la guérison au lieu de la prévention. Et je n'ai pas réussi à être dans la prévention pour éviter ce qui m'est arrivé. Et maintenant, j'apprends à l'être et j'ai des signes, j'ai des alertes, j'ai des messages qui me disent « Fais attention, mon Nico, maintenant, tu sais par où tu es passé, ça te tente-tu de repasser par là? No way! Je ne veux pas retourner par là. » Donc voilà, c'est ça. Oui, c'est dans ton chemin d'apprenant, hein, Nicolas, hein, quand tu dis, ben voici moi le chemin d'apprenance hein, que j'ai eu à suivre hein, pourquoi c'est si difficile de prendre soin de soi. Hein, puis, il y a ça fait réfléchir de nos membres aussi là-dedans. On pourrait revenir, prenez des notes et puis il y aura une période d'échange aussi avec Nicolas et France. Ne vous en faites pas là-dessus, mais voilà hein, où je suis rendue, où est-ce que tu es rendu toi dans ton chemin d'apprenant finalement. Puis voilà la route qui s'est prise pour toi pour toutes sortes de raisons, mais c'est la tienne, hein, c'est ta route. Merci. France, de ton côté? Je dirais que je suis reconnue pour être quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Mon organisation s'appelle Dynamo. On me dit souvent, tu es une dynamo. Je me reconnais là-dedans. Je dirais que c'est un de mes super pouvoirs que j'ai. Je dirais que c'est une de mes forces. Mais je dirais aussi que c'est un de mes pièges.
parce que je me fie beaucoup sur ma capacité, sur mon énergie, sur le fait que je vais être capable puis que je vais passer à travers. Et en ce sens-là, donc, je m'en mets énormément sur les épaules. J'ai donc un côté, tantôt je disais, je devais offrir de la protection, j'ai un côté leader héros très, très fort. Un leader sauveur très, très fort. Et ça fait en sorte que je suis souvent une aidante universelle. Il y a les aidantes naturelles. Moi, je suis une aidante universelle. En co-développement professionnel, je me souviens qu'on disait de moi, en fait, je déposais que rarement des cas dans mes groupes de co-dev parce que, dans le fond, quand quelqu'un avait une situation, mettons que toutes les autres situations étaient bien plus importantes que les miennes, puis moi, j'allais m'organiser avec la mienne. Et donc, c'était un révélateur, je trouve, de cette posture-là. Moi, je suis là pour aider. Je suis là. Mais je vois que ça s'améliore. Je vois que j'apprends depuis, évidemment, toute ma 2017-2018. Je vois que ça bouge. J'apprends donc sur ce chemin-là de la vulnérabilité. Je me suis donné comme cadeau de devenir coach aussi, professionnel. Une des choses qu'on voyait en coaching, ça a été cette notion des 3 batteries d'énergie. Que vous appelez, je pense, plus dans le programme la PME, mais cette notion de 3 batteries d'énergie, moi, j'aime bien parler des 4 batteries d'énergie. Tête, cœur, corps, spirituel. Et on dit qu'on est aussi faible que la plus faible de nos batteries. Moi, ma batterie la plus faible, c'est le corps. Ma tête, elle va super bien garnie. En travaillant chez Dynamo, elle est stimulée. Je suis sur mon X. Je m'amuse, je suis fascinée, j'apprends tout le temps. Mon cœur, il n'est pas pire. Mon cœur a une famille, des amis, du boulot, des cohortes de leaders que j'accompagne. Je travaille dans un espace bienveillant. Donc, ça va bien. Ça va bien. Le spirituel, je dirais que ça va bien. Pour moi, le spirituel ici, c'est je suis inspirée. J'ai plein de monde autour de moi qui m'inspire, qui font arriver des belles affaires, qui me tirent par en haut, qui élèvent mon niveau de jeu à moi parce qu'ils élèvent leur propre niveau de jeu. Mais mon corps, lui, il ne va pas. Mon corps, lui, il se sent tout seul des fois. Je ne m'en occupe pas trop. Alors, c'est intéressant parce qu'il devient mon indicateur. Tu l'as dit tantôt, Chantal, c'est un effet miroir, mais il devient mon indicateur, ce corps-là. Puis je dirais que pour celles à l'écran que je vois qui sont ménopausées, donc c'est juste comme ça, on doit être quelques-unes à l'écran, c'est d'autant plus important le corps parce qu'il y a vraiment une transformation qui se passe dans notre mémoire, dans notre capacité, dans l'énergie qu'on a, dans comment on dose notre énergie aussi. Donc, ce corps-là, il m'enseigne en ce moment. Il m'enseigne à ralentir, il m'enseigne à prioriser, il m'enseigne à l'écouter, il m'enseigne à me grounder aussi. Et là, en même temps, je me dis, my God, en mars 2020, j'ai tellement vu toutes mes patterns revenir quand le 13 mars, on a annoncé la fermeture de tout ce bout d'affaires-là. Le leader héros est arrivé sur son cheval blanc, je vais te dire, pour sauver toute cette équipe-là. Par exemple, je me suis mis à écrire un mot aux employés à tous les jours. Tous les jours, j'écrivais un mot pour inspirer, tirer par en haut mes employés, etc. Pendant 60 jours et chiche, là, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait, voyons, sacré. Puis à un moment donné, c'était lourd, j'en pouvais plus même de faire ce geste-là avec tout le reste qu'il fallait faire. Mais il fallait que je sois là, que je sois au rendez-vous, que je sois là pour eux, que je me tienne debout, etc. Puis en même temps, j'étais transparente par rapport aux enjeux. Mais en fin de compte, j'avais la chienne. J'avais la chienne que l'organisation tombe. J'avais la chienne que je dois congédier, ces gens-là. J'avais la chienne. Tous nos mandats tombaient les uns après les autres. C'était pas très, très bien en dedans, là, je dois te dire. Puis je voulais les protéger. Ah, voilà, c'est revenu. Je sais pas, hein, c'est revenu. Et donc, quelques mois plus tard, en septembre, mon corps, je vis ma première hernie discale, une vraie hernie discale, là, qui fait que ça bloque en deux puis que tu es couché pendant des jours, voire des semaines. Et là, je me dis, OK, merci. Je sais, j'ai compris. Là, tu m'as dit stop. Moi, je n'étais pas capable d'arrêter. Fait que mon corps, il m'a dit stop. Puis il m'a dit, France, tu en as plein le dos. Puis j'en avais plein le dos, en effet. Et donc, mon corps, il devient mon indicateur. Puis je suis d'accord avec toi, Nicolas, j'aimerais ça pas me rendre à l'hernie discale. Tu sais. J'aimerais ça que ça ne soit plus ça. Dans ce cas-ci, ça a été ça. Puis heureusement, j'ai de l'énergie, je suis une dynamo, donc je me rétablis vite. Mais pourquoi j'attends que ma batterie soit à terre? Pourquoi j'attends que je me sois épuisée, que je l'ai vidée à peu de choses près avant de bouger? Je ne sais pas, je vous dépose ma question ici. Elle est encore tout entière.
vraiment. Je n'ai pas la réponse. Merci. Merci, France. Dans les cas, ce qu'on peut voir, j'ai étudié en psychocorporel, là, psychocorporel intégré, puis ce que j'aimais, c'est que ce qu'on disait, c'est le corps ne ment pas. Et autant Nicolas que France, ce qui est là, c'est comme, ben voici, hein, j'ai des indicateurs, qui me disent, et souvent, ça passe par le corps. Moi, c'est la même chose. Peut-être que vous aussi, en tout cas, quand vous prenez le temps de revenir à vous et à vous poser la question, hein, aussi, pourquoi c'est si difficile d'apprendre à se prendre soin? Et quand on regarde des missions plus grandes que soi, hein, c'est des missions qui appellent effectivement, c'est comme, ça appelle le service, ça appelle effectivement, hein, des missions plus grandes que soi, ça appelle effectivement ce qu'on appelle le dépassement de soi, puis se dire, bien, qui on est, nous, pour se prendre soin quand il y a tellement de monde qui se prennent soin. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que, ben, les leaders, si on veut être capable de prendre soin des autres, ben, on peut difficilement offrir ce qu'on n'est pas capable de s'offrir en soi-même. C'est pour ça que je mets difficilement, parce que oui, on y arrive, mais à quel prix? À quel prix? Et le corps est un très bon allié pour nous, mais en même temps, ben, il nous fait vraiment scier, comme on dirait, parce que c'est là souvent qu'il nous met nos entraves. Puis, quand on porte cette vision-là, puis qu'on veut se garder au centre de notre vie, parce qu'il est question de ça, c'est comment porter une mission plus grande que soi et se porter au centre de notre vie pour avoir une vie qui est épanouie, intéressante, inspirante aussi, puis satisfaisante pour nos clientèles, pour ceux que l'on veut desservir, mais aussi pour nos amis, nos familles, nos proches aimants. Donc, on parlait de ça, hein, Nicolas, quand tu disais comment se mettre au cœur de son système et puis être en conscience, parce que l'éveil de conscience, c'est ça, de plus en plus être capable d'être au centre de ces systèmes et d'être capable d'arriver à faire les bonnes lectures puis à faire des choix. Mais faire des choix, c'est renoncer aussi. Fait qu'on renonce à quoi et comment? Alors, la prochaine question, je pense qu'on serait intéressé de voir ensemble, c'est quoi à ce moment-ci vos principaux apprentissages qui vous permettent soit de rester plus ou de demeurer au cœur de vous-même et d'entretenir l'ensemble de vos systèmes. Alors, je commencerai avec France pour celle-là. Il y en aurait des nombreux, mais je pense que pour moi, c'est vraiment le modèle mental du leader héros que je dois déconstruire, que je déconstruis depuis de nombreuses années. Là, je dirais quand même, il y a depuis 10 ans que je travaille là-dessus à déconstruire. Je sais qu'on est, puis pour travailler dans le milieu communautaire, travailler en développement social, on vit dans un monde complexe, extrêmement complexe, puis un monde qui est en basculement actuellement. Un monde qui est volatile, qui est incertain, qui est ambigu, qui est complexe, comme je disais, qui est interdépendant aussi. Puis, quand on travaille en lutte à la pauvreté, quand on travaille à contrer les inégalités sociales, on est toujours dans l'urgence. Il y a toujours tant et tant à faire, en fait. Et en même temps, il faut se le dire, là, puis la pandémie de cette année, elle a été révélatrice. Elle a été révélatrice des inégalités sociales. Elle a été révélatrice des enjeux d'inclusion, d'exclusion. Et elle a été notamment révélatrice aussi des enjeux environnementaux. Il y a péril en la demeure. Et quand on est là, on peut avoir la posture de se sentir impuissant, de ne pas vouloir y aller, parce que c'est gros, tout ça.
Mais moi, je crois profondément au fait que mon champ de puissance, c'est de me connecter au potentiel humain. C'est ça ma conviction. Ma conviction, c'est que les individus, ils peuvent faire arriver des grandes affaires, que nous sommes ceux que nous attendions pour la suite du monde. Mais pour ça, parce que le monde va vite, parce que le monde se transforme, il faut nécessairement que mon leadership se transforme, que notre leadership se transforme. D'où cette grande beauté qui est le leadership humaniste. Parce qu'on le sait, là, tout le modèle leader héros, leader directif, tout ce modèle-là, il doit passer à la trappe. C'est fini, là, cette idée du chevalier héros qui arrive, son cheval blanc qui va venir nous sauver. Puis pourtant, on est heureux de voir François Legault à tous les mardis midi nous dire qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Parce qu'on cherche encore à avoir des héros dans notre vie. Donc, ce modèle mental-là, ce n'est pas juste France Brochu qui l'a au Québec, là. Je pense qu'il est assez partagé dans le système. C'est un modèle mental très fort. Parce qu'il y a des présuppositions quand on est dans ces modèles mentaux-là. Ça veut dire qu'on pense que quelqu'un, il y a une personne, là, les enjeux sont super complexes, mais il y a une personne qui va trouver la solution et qui va nous dire quoi faire. Puis on pense aussi que dans un monde complexe comme ça, on pense aussi qu'on a juste à dire au monde quoi faire et ils vont le faire. C'est des modèles mentaux profonds avec lesquels on doit se battre chaque jour, je pense. Et puis que moi, je suis consciente desquels je dois me libérer, vraiment me libérer. Et cette idée-là de croire qu'il y a une personne passionnante, brillante, digne de confiance, puis c'est elle qui va nous mener, ça existe encore, cette patente-là. Mais pourtant, cette idée du héros kingpin, du héros expert, puis du héros, cette idée-là, elle est passée date comme un vieux yogourt, à mon avis. Et que les héros leaders, là, les leaders héros, ils doivent s'en retourner, ciao, bye à la maison. Et ce qui doit arriver, à mon sens, c'est les leaders hôtes. Les leaders qui tiennent des espaces. Les leaders qui croient à la créativité, qui croient au potentiel humain, qui croient que si on met du monde ensemble, on est plus intelligent. Des leaders qui partagent la responsabilité. Parce que quand on responsabilise les leaders héros, on déresponsabilise tout le monde. Des leaders qui donc font confiance, je disais, à la créativité, qui vont pas travailler avec la notion de hiérarchie, mais travailler avec le talent qu'il y a dans le système. Ces leaders hôtes-là, c'est ce que je veux, c'est ce que je suis en train de faire advenir, ce que je suis en train de devenir depuis, je dirais, 10-12 ans. Et ça ne se fait pas en une nuit, cette patente-là. C'est un changement profond dans ma perception de ce qu'est un leader, dans la façon d'être la femme que je suis au service du bien commun. Et ça, c'est une invitation, un leader hôte qui va poser des bonnes questions, un leader hôte qui va encourager l'expérimentation, une leader hôte qui va savoir qu'on va honorer le chemin parcouru de tout le monde. C'est à ça que j'aspire. Et donc, pour moi, l'essentiel de l'apprentissage, c'est de me libérer du modèle mental du leader héros, de chercher pas toujours à être à la hauteur, mais chercher à être à la largeur. Pas chercher à être à la hauteur, mais chercher à être à la largeur. Puis apprendre que je n'ai pas à être toute seule au centre du feu quand ça ne va pas bien, que je veux être avec d'autres au centre du feu quand ça ne va pas bien. C'est un peu ça. Puis je dirais que, parce que je crois profondément que c'est à grands coups d'humain qu'on va arriver à faire face à ces enjeux-là qui sont complexes. Merci, France. Ce que j'entends, c'est en cherchant la largeur, en cherchant à mettre plusieurs personnes au centre du feu, c'est comme moi, ce que j'entends, c'est voici une voie pour que moi, je sois capable de faire un et, d'en prendre soin de moi et des autres. C'est ce que j'entends. C'est des images fortes. Hein, si j'essaye de porter en hauteur, ben, je porte avec mon ego. Hein, c'est mon ego que je nourris. Fait que c'est ce que tu appelles le leader héros. Et quand tu portes plutôt en largeur, ben, c'est le leader altruisme, en tout cas dans les termes du leadership humaniste. Puis le leader altruisme, ce que ça veut dire, c'est que oui, il offre aux autres, mais en offrant aux autres, il s'offre de l'espace à lui-même parce qu'il laisse rentrer des gens autour du feu avec soi. Mm-hmm. Il y a plusieurs commentaires dans le chat là, qui disent ben, c'est une fuite, c'est un sens de responsabilité aiguë, ça peut être toutes sortes de choses, mais de se donner des images de comment un leader altruiste va mettre autour du feu et la conviction que chaque personne porte en soi
une contribution spécifique. En tout cas, c'est ce que j'entends des apprentissages que tu fais. Fait que plus je vais être capable de mettre des gens autour du feu, plus je vais être capable de faire un « et ». Est-ce que je t'entends bien quand j'entends ça, Ça a bien du sens. France? Ça a bien du sens. Merci. Nicolas, pour toi? Pour aller un peu dans cette même pensée en lien avec les leaders altruistes, en lien avec l'ego et tout ça, moi, je pense que souvent, c'est la collaboration entre différents leaders qui fait la force. Tu sais, et qu'on aille chercher la force de chacun pour venir en aide aux personnes vulnérables. On a créé un projet qui s'appelle la Halle du Coin, qui est un projet de refuge d'urgence pour personnes en situation d'itinérance. Et on n'aurait jamais réussi à créer ce projet-là si on n'avait pas été 3 leaders qui essayaient, malgré eux, de laisser leur ego de côté et de penser aux personnes vulnérables. C'est pas évident. C'est pas évident, puis c'est de se focusser là-dessus. Puis en faisant ça, ben on met le besoin de l'être là. Faut pas oublier le sien. Faut pas oublier son besoin comme personne et tout ça. Mais moi, je pense qu'on va grandir dans le milieu communautaire, dans la collaboration. C'est fini l'époque où on tire sur chacun notre couverte pour aller chercher du financement puis dire « ça, c'est mon besoin ». C'est fini cette époque-là. La pandémie aura démontré que plusieurs organisations se sont mises ensemble au Québec, au Canada, sur la planète pour venir en aide aux personnes vulnérables qui, comme disait France, ont été encore plus marginalisées, exclues, stigmatisées, durant la pandémie et il va falloir qu'on prenne soin de ces personnes-là. Oui, il faut qu'on continue à prendre soin de soi, mais je ne veux pas qu'on oublie ça, cette partie-là en lien avec tous les grands de ce monde qui parcourent la planète et qui sont des humanitaires. Ils ont souvent un ego très, très grand, puis des fois, il faut apprendre à le laisser de côté. Puis ça, pour moi, c'est un apprentissage d'une vie. Je continue à apprendre à le laisser de côté des fois. Ça veut dire quoi, Nico, pour toi, quand tu dis le laisser de côté ou le transformer, cet ego-là vers le leader altruiste? J'irais vers l'authenticité et la vulnérabilité. J'ai le droit d'être un Superman authentique et vulnérable. Est-ce que je peux... Le Superman, c'est la partie égo pour moi. Puis mais la partie authenticité puis vulnérabilité, c'est là que ça me ramène. Ça me ramène au leader humaniste. Ça me ramène à je suis vulnérable aujourd'hui. Tu sais, quand j'ai été voir Blue Jeans Bleu, puis je ne me rappelle pas c'était quoi la chanson, là, vulnérable comme un bébé chat, tu sais, c'est ça pour moi. On doit se rendre à ça. On doit pouvoir accepter qu'on peut être vulnérable comme un bébé chat, puis comment on va grandir là-dedans. Puis moi, c'est vraiment dans cet esprit d'authenticité. Tu sais, moi, le mot authenticité, là, j'arrêtais pas d'en entendre parler parce que mon père était tout le temps là-dedans. Authenticité. Puis là, il me posait les grandes questions existentielles, puis j'essayais d'y répondre, puis je ne répondais pas nécessairement tout le temps. Mais ça a pris un sens pour moi, l'authenticité, dans les dernières années. Ça a pris un sens quand j'ai appris que je suis un leader humain, mais j'ai ma vulnérabilité, puis j'ai découvert cette vulnérabilité-là en Colombie. Et je me suis découvert moi-même dans ça. Donc, ce que je dirais aux leaders, aux humanistes, apprenez à aller découvrir votre vulnérabilité. Ça va vous rendre encore plus humain. Souvent, on dit que ça va vous rendre plus fort. Est-ce qu'on veut vraiment être plus fort? Est-ce qu'on veut toujours être dans la performance ou on veut juste devenir des êtres humains? Puis des fois, on agit comme des machines, puis je pense qu'on devrait retourner au sens même qu'on est des êtres humains, puis on n'est pas des machines. Une phrase célèbre que mon père aussi m'a dit dans la dernière semaine quand j'avais des décisions importantes à prendre, puis je réfléchissais et tout ça, puis il dit « Es-tu vraiment dans l'écoute active? Un leader humaniste doit être dans l'écoute active. » Parlez-en à ma conjointe si je suis dans l'écoute active. Je ne suis pas toujours dans l'écoute. Tu es actif, en tout cas. Je suis actif. Il manque le mot « écoute ». Il manque le mot « écoute ». Puis c'est souvent plus facile, des fois, dans des personnes où peut-être on a moins de liens, d'être plus dans l'écoute, tout ça. Mais quand on est vraiment très, très proche, c'est-à-dire dans notre vie familiale ou professionnelle, des fois, on est très proche des gens, est-ce qu'on écoute vraiment ou on veut juste attendre de dire ce qu'on pense? Puis moi, je pense que je suis dans cet apprentissage-là, de ne pas juste dire... Souvent, dans mon hyperactivité, je vais être dans un sens, puis je vais tout de suite aller dire ce que je pense au lieu d'écouter, mais écouter réellement.
écouter réellement, même si je ne suis pas d'accord, au lieu de dire tout de suite je ne suis pas d'accord. Fait que je pense que ce côté humain, c'est juste prendre une pause, ground-toi, mets-toi dans l'écoute active des besoins des personnes qui t'entourent et ton besoin aussi. Est-ce que ça répond à ton besoin et les besoins des personnes autour? Donc, pour moi, j'ai appris à respirer. Je suis encore dans l'apprentissage, mais la respiration, pour moi, moi qui étais un peu, comment on dit, je ne connaissais pas c'était quoi la méditation. Je ne connaissais pas que je ne voulais rien savoir de ça. Tu sais. Puis quand j'ai vu un ergothérapeute en santé mentale, elle me dit, écoute ça ce soir, fais l'exercice de 7 minutes d'écouter ça, puis essaye de voir qu'est-ce que ça va résonner en toi. Ça fait 1 an et demi que j'écoute la voix d'une femme qui n'est pas ma conjointe avant de m'endormir, parce que c'est 7 minutes de méditation, où c'est mon moment pour me connecter dans ma journée. Puis c'est mon moment où je dis, j'oublie tout le reste, puis je m'en vais dans un autre monde qui est le sommeil pour récupérer puis repartir de pied ferme. Avant, quand je sentais que je n'étais pas nécessairement dans l'authenticité, avant, j'avais hâte de me réveiller le lendemain matin et je voulais me coucher juste pour me réveiller le lendemain matin. Aujourd'hui, à 44 ans, je suis heureux de mettre ma tête sur l'oreiller parce que j'ai besoin de repos. Mais avant, je ne pensais pas que j'avais besoin de repos. Donc, je suis vraiment dans cette authenticité-là de est-ce que j'ai besoin de repos ce soir? Bien, apprenons à prendre soin de moi. Puis je suis en apprentissage. Il n'y a rien de parfait encore. Il n'y a rien de parfait. Donc, voilà. Merci. Merci. Merci, Nicolas. Hein? Le bébé chat et le Superman qui cohabitent en toi aussi. Hein? C'est ça aussi, tout le mouvement des polarités on est fait. Puis c'est ça qui... Hein, c'est des étirements. Fait qu'il faut apprendre à cohabiter avec ce qu'on appelle nos polarités. Comment je pourrais dire, donc, ça ressort assez clairement, le paradoxe de qui on est et comment apprendre à se concilier, mais surtout quand on est tiré par une mission très forte, puis en même temps, la réalité nous rattrape là, physiquement. Peut-être pour terminer, avant de passer à l'échange, si vous êtes toujours OK pour patiemment nous écouter comme ça pour arriver à l'échange, c'est en quelques mots, se réaliser pleinement, ça voudrait dire quoi pour vous à ce moment-ci de votre vie? Si on vous demandait un exercice en quelques phrases, vous auriez le goût de nous dire quoi, de nous rendre témoins de quoi avant qu'on passe à la période de questions et d'impact. Alors, peut-être commencer avec France, puis Nicolas par la suite. Celle-là, je l'ai écrite parce que je la trouvais costaude comme question. Ma réponse est écrite. Moi, je veux rester debout. Une citation qui m'habite, qui m'accompagne depuis quelques mois, c'est un cadeau de la 12e cohorte de Leadership Rassembleur. On ne baisse pas les bras, on n'est pas né pour ça. Je veux donc tendre les bras. Je veux votre main dans la mienne. Je veux la ronde humaine. Je veux poser des questions porteuses. Je veux transmettre, s'inspirer, enseigner. Je veux être inspirée. Je veux apprendre pour le reste de ma vie, être gourmande. Je veux souffler, respirer. Je veux déposer mes bagages pour contempler le chemin parcouru, pour me donner l'élan puis reprendre la route. Je veux continuer à travailler dans une organisation qui apprend, travailler dans un environnement à haut plafond, aux allures de cathédrale. Je veux honorer mes parents et les accompagner pour le temps qui leur reste à vivre. Je veux m'honorer puis m'accompagner pour le reste du temps qui me reste à vivre. Je veux créer des espaces bienveillants où les gens grandissent 2-3 pouces par en dedans. Je vais écouter sur Netflix RuPaul Drag Race puis New Amsterdam sans me sentir coupable. Je veux mettre 15 minutes entre mes rencontres Zoom pour souffler un peu. Je veux inspirer, expirer, aimer, répéter. Je veux allier pouvoir et amour. Le pouvoir sans l'amour, c'est dangereux. L'amour sans le pouvoir, c'est familique. Ça ne sert à rien. C'est ce que disait Martin Luther King Jr. Donc moi, je veux m'appuyer sur mes forces, puis le désir de contribuer à transformer ce monde. Puis par-dessus tout, je veux aimer. Je veux peindre, jouer avec les couleurs, avoir les doigts sales. Je veux regarder mon jardin pousser. Je veux contempler le soleil se coucher sur le fleuve devant chez moi. Je veux voir mes filles grandir et oser devenir solides
et vulnérable. Je veux prendre soin de moi pour prendre soin de ma famille, de mes parents, de mon équipe, des leaders que j'accompagne, puis de la planète. Je veux me connecter à l'émergence, au vivant. Je veux être de celles et de ceux qui créent les espaces pour que les pionniers, les pionnières, les innovateurs, les connecteurs puissent faire arriver un monde nouveau, plus solide et plus inclusif. Je veux créer des safe spaces et des brave spaces parce qu'on va avoir besoin d'audace et de courage pour prendre soin de la suite du monde. Je veux continuer à penser en dehors de la boîte. Puis comme Max Goodwin dans New Amsterdam, je veux continuer à dire comment je peux vous aider. Parce que je veux que ma vie soit un acte créatif et que le plus souvent possible, je veux faire des petits pas révolutionnaires. Ouf! Merci, ma belle. L'espace de mots. Ouais, voilà, des cœurs, un rêve de vie qui est à la fois marcher ses pas pleinement. Des petits pas révolutionnaires. Oui, oui. Oui, moi je dis, ben, c'est des passages de plus en plus, plus la conscience est là, plus les pas peuvent devenir sages. Ça fait des passages. Merci, France. Mm. Alors, qu'est-ce que tu aurais le goût de nous dire, d'ajouter? Je veux être inspiré par France. Moi, France m'inspire. L'équipe de France m'inspire. J'ai été accompagné dans un moment très difficile pendant la pandémie. Puis là, je suis en pleine impro en ce moment. Mais il y a des gens de son équipe qui m'ont accompagné en coaching dans des moments très difficiles pendant la pandémie. Puis maintenant, je comprends pourquoi j'ai apprécié l'aide qu'ils m'ont faite parce qu'ils ont une chef extraordinaire. Donc, moi, c'est suivre mes instincts. J'ai toujours été guidé par mes instincts. Je veux dire, j'ai fait mes études, mais mes instincts m'amenaient à l'extérieur du Québec pour 20 ans, même si mes parents ont peut-être probablement trouvé ça difficile. C'est là que mon instinct m'a amené, d'aller à la rencontre de d'autres cultures, d'aller connaître la planète, d'aller parcourir la planète pour apprendre qui étaient tous ces êtres humains qu'on a sur la planète, qui ils sont vraiment, puis pourquoi je suis là avec eux aujourd'hui, que ce soit en tant que guide touristique, humanitaire, époux, parent, nommez-les les rôles qu'on a, on a plein des rôles. Mais je suis fatigué de me définir à travers mon ADN qui est le travail. Je suis fatigué de me présenter comme Nicolas, je suis un humanitaire et j'ai travaillé pour MSF. Je peux-tu apprendre à dire qui je suis vraiment au lieu de me définir à travers des grandes organisations comme celle de Médecins sans frontières? Il faut que j'arrête de me définir à travers d'autres, puis il faut que j'apprenne à me définir moi-même. Parce que quand j'ai eu mon congé maladie, j'ai arrêté de me dire « Bonjour, je m'appelle Nicolas, je travaille pour MSF » parce que cette phrase-là n'était plus possible. J'étais en congé maladie. C'était plus possible. Donc, il a fallu que je trouve une autre phrase parce que cette phrase-là, je l'avais dit pendant 10 ans. Tu sais, il a fallu que j'apprenne à trouver d'autres choses. Puis je me dis, tu peux-tu arrêter de te définir à travers le travail? C'est sûr qu'en ayant des modèles comme mes parents, des fois, oui, on se définit à travers le travail, c'est sûr. Parce que mes parents se sont aussi définis à travers les grandes réalisations qu'ils ont fait dans leur vie, puis ils sont encore des modèles pour moi. Puis j'ai appris à me connaître à travers les moments difficiles. Donc, je pense que c'est vraiment de ne pas oublier, de ne pas m'oublier dans mes réalisations personnelles et professionnelles. Oublie-toi pas, parce que si tu t'oublies, tu vas retomber. Puis je pense que maintenant, je suis mieux, je suis encore sensible, comme dirait Chantal, et j'ai encore des moments difficiles, même si ça paraît pas, même si je suis là, je suis le papa, je suis l'époux, je suis le leader, je suis le DG. Non, je ne suis plus tout ça, je suis Nicolas. À la base, je suis Nicolas, puis il ne faut pas que j'oublie que je m'appelle Nicolas, puis c'est pour ça que je suis là dans la vie, c'est parce que je m'appelle Nicolas, puis après, faut que je brode autour de mon prénom, mais il faut que j'arrête de broder avec des choses qui me définissent, qui sont trop faciles de se définir à travers le travail. Et ce poids est très lourd aussi de se définir à travers le travail. Et maintenant, je me présente comme une personne authentique, vraie, fragile, sensible. Le travail suivra.
et la vie suivra son cours. Donc voilà. Merci. Merci, Nicolas. Et voilà, à travers des expériences humaines, qu'on soit partout dans le monde, qu'on soit partout au Québec, qu'on soit partout dans la vie, le chemin nous ramène à nous, à soi, comme personne, au-delà des rôles, au-delà de tout. La place serait, Pascal, si tu veux bien, merci de votre écoute attentive et des mots. La place serait à vous. Donc, c'est Pascal qui va animer cette seconde partie-là. Alors, Pascal, je te passe le micro. Merci énormément pour votre partage en authenticité, vous portez un regard très lucide sur qui vous êtes, un partage tout en humilité. J'aurais envie, en toute simplicité, convivialité, peut-être de vous retourner un cadeau, France et Nicolas. Alors, quel est l'impact sur vous, ceux qui avaient entendu Nicolas et France? Quel est l'impact sur vous de ces propos? Comment ça résonne pour vous? Si vous aviez envie de leur offrir ça, cet impact-là. Ouvrez vos micros, on va y aller tout en simplicité. Je vais casser la glace, ça a l'air. France, je la connais depuis longtemps. On ne se connaît pas beaucoup, mais intensément, je dirais. OK? On se connaît intensément. Pour moi, c'est toujours été une femme, justement, là, quand elle se décrivait passionnée, pleine d'énergie. Ah ouais, ça bouge dedans. C'est la perception qu'on a toujours dire. C'est une personne à qui on a le goût de se coller parce qu'on sait que ça va bouger, on sait que ça va avancer, on sait que ça va être trippant, on sait que ça va être drôle, parce qu'elle est drôle aussi, France. Nicolas, je le connais depuis moins longtemps, mais assez intensément aussi, je dirais, en ayant passé beaucoup de temps pour réaliser le Halte du coin, fait que je l'ai appris aussi à le connaître. Fait que c'est sûr, dans ce que vous avez dit, je me suis reconnue beaucoup dans plein de choses. Puis je pense que c'est ça qui va résonner autour des gens. Moi, je suis en fin de carrière et j'ai toujours un peu de misère à me choisir aussi. C'est drôle parce que il y a en fin de semaine où j'ai eu un moment un peu justement de baisse là, où tu te dis « Oh mon Dieu, que ça ne va donc bien pas » puis, et tout ça. Puis j'avais décidé d'arrêter de fumer pour la Xème fois. Faites-moi pas de félicitations, vous m'écrivez quand ça fera 1 an au moins parce que je recommence de fumer. Mais j'ai écrit une phrase qui est écrite là sur mon calepin. J'ai dit le jour où je me suis choisie, puis je pense que c'est le titre d'un livre aussi, d'une chanson, je ne sais pas trop quoi. Puis tu sais, je suis comme partie là-dessus. Donc, je suis un peu dans le processus que vous êtes. Tu sais, je ne sais pas si vous comprenez, là. C'est comme si je me dis, hey, il est temps que je me pense aussi à moi et me choisir moi. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, par rapport au travail, c'est sûr, moi, je suis super entourée. Mon cœur, j'ai mes petits-enfants, mes enfants, mon chum, regarde ça, c'est bien rempli de cet aspect-là, comme tu parlais. Là. Moi, c'est mes sources de joie, de bonheur, de soleil, etc. Quand je ne vois pas mes petits-enfants, je suis comme une plante qui manque de soleil. J'ai vraiment l'impression que ça me laisse. Et moi, j'ai la chance par rapport à mon travail d'être là, oui, depuis longtemps, mais je dirais dans les dernières années, même si mon plus grand regret va avoir été d'avoir toujours eu des difficultés à avoir une unité d'équipe. J'ai une équipe qui sont très revendicateurs, qui sont très bons et c'est toujours difficile et tout ça. Il y a eu des petites périodes, mais tu sais, moi, le regret que je vais avoir là, en partant, c'est celui-là un peu. Mais j'ai une équipe de gestion extraordinaire. Donc, j'ai su m'entourer de personnes, ce qui fait que les responsabilités, ils sont partagées. Je ne suis pas tout seul dans le feu, France. On est 5 dans le feu, tout le temps. Puis ça fait que
c'est beaucoup plus facile de passer au travers. Je vais m'arrêter là, je vais laisser la Ouais, place. merci Danielle. Merci de nous ramener à l'importance de se choisir. Hein? C'est le chemin de l'amour de soi. Merci. Qui d'autre aimerait partager l'impact des mots de France et Nicolas? Peut-être moi. Vas-y, Marlène. Je vous remercie beaucoup. France, je t'avais vu une fois animer une réunion, mais je ne te connaissais pas. Tu m'as vraiment énormément touchée aujourd'hui. Nicolas, tu es le seul et unique ami boss que j'ai eu dans ma vie, comme tu sais. Puis de travailler dans l'expérience avec toi, d'évoluer dans le maintenant, ça m'a fait et ça me fait toujours un très grand bien. Je pense que l'authenticité, on ne peut pas être sensible quand on est dans l'authenticité, je crois, et envers soi et envers l'autre. Moi, j'ai failli mourir quelques fois dans ma vie, là, fait que j'ai bien été obligée, vous l'avez dit souvent, le corps parle, j'ai bien été obligée de me rencontrer. Et depuis, je fais mes pages du matin, je fais mes 3 pages du matin tous les matins pour être ma meilleure amie, pour me poser la question, est-ce que je suis encore ma meilleure amie? Est-ce que je suis bien avec moi? Est-ce que je peux rester longtemps seule avec moi comme je resterais longtemps seule avec mon ou ma meilleure amie? C'est ma petite façon à moi de me reconnecter à moi, de prendre soin de moi. Parce que oui, des gens extraordinaires comme Nicolas, comme Véro que je vois à l'écran, Christine, les collègues, on a des collègues extraordinaires, mais en même temps, tout ce bonheur-là, j'ai besoin de me le réapproprier seule avec moi-même au moins une fois par jour. Puis c'est ce que je pense fait qu'aujourd'hui, je suis heureuse et je suis en santé. Merci, Nicolas, pour être qui tu es. Tu es un être extraordinaire. Merci beaucoup. Merci, Marlène. Ça rentre bien, Nicolas? Je suis en train de le digérer parce qu'on m'a souvent parlé d'accueillir. Je ne suis pas un expert dans l'accueil. L'accueil, voilà. Est-ce que tu accueilles les propos? Ça, c'est des propos savants, ça, à la Chantal, Gilberte, Steve. Là. Ça, c'est des propos savants si on accueille. Je travaille sur l'accueil. Laisse ça rentrer. On a Martin, je crois, qui a levé sa main. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y a du Très bruit. Bien. Je voulais d'abord te remercier, France, pour ton texte qui est magnifique et que j'ai très envie de relire. J'adorerais si tu acceptais de le partager. Il est juste magnifique. Et Nicolas, je t'arrive à la cheville, je pense, en termes d'authenticité et de vulnérabilité. Je l'apprends jour après jour et c'est vraiment ma quête de sens personnel et professionnel. Je réalise qu'on est dans un monde de femmes quand on parle d'authenticité et particulièrement de vulnérabilité. Et je me demandais si toi, dans ta carrière, ça t'a joué des tours, cette vulnérabilité ou la capacité à l'afficher. Est-ce que c'est une question où je peux répondre? C'est ça? Oui, mais oui, tout à fait. Vas-y, Nicolas. Oh my God. On veut la réponse à ça. Oh my God! C'est intéressant que tu dis ça parce que c'est juste depuis que je suis ici au Québec que j'apprends c'est quoi pouvoir parler de ses émotions. Parce que je suis un regroupement provincial santé bien-être des hommes, puis les hommes, on ne sait pas parler de mes émotions. Je vous le dis, puis c'est pas quelque chose que je cache à grand monde, mais j'ai pas de la facilité avec parler avec mon père de mes émotions. Mais c'est réciproque aussi, petit message. Mais ce que je veux dire, c'est que les garçons, on a été formatés dans une société où on ne parle pas de nous. On est les garçons qui jouent, qui kickent des ballons, qui se tapent sur la gueule, puis on n'est pas les personnes sensibles et authentiques qu'on croit qu'on est. Puis moi, j'ai appris dans les difficultés qu'on peut le devenir, mais c'est un apprentissage. Donc, moi, je dirais qu'il faut qu'on change nos schémas d'éducation globalement sur la planète et qu'on arrête de penser qu'on est dans une société paternaliste. On est dans une société humaine et on doit retrouver l'humain en dedans de chaque personne, indépendamment de leur genre
puis on doit accepter leur authenticité. Donc, je dirais que c'est un très, très grand travail que je fais en ce moment, mais je n'ai pas grandi dans un espace où, même si j'avais un père qui était spécialiste pour aider les autres, où je n'ai pas grandi dans un espace où je pouvais vraiment pleurer, je pouvais vraiment m'exprimer. Est-ce que c'était en lien avec mon éducation ou en lien avec ce que la société nous amène? Donc maintenant, j'ai pleuré ma vie les dernières années et je me souhaite de continuer à pleurer. Merci, Nicolas. Ça nous amène à l'accueil de toutes ces parts de nous, notre part qui est d'affirmation et notre part sensible aussi et vulnérable. Tout ça est en nous. Hein? Martin, c'est bon pour toi? Gilberte. Bonjour. Allô. Bonjour. D'abord, je veux vous remercier infiniment de cette belle qualité de présence que vous nous avez offert. France, je ne te connaissais pas, mais j'ai découvert une femme forte au niveau du cœur et de la conscience. Nicolas, j'ai été ravie de voir comment le chemin que tu as fait, mon Dieu, pour te retrouver toi-même, être centré, tu es dans un alignement qui est tout à ton honneur. Fait qu'aujourd'hui, à plusieurs moments, moi, j'ai été touchée, émue par la beauté du chemin que vous faites, mais aussi de la grandeur des messages que vous portez et que vous, dans l'action, que vous pouvez faire rayonner autour de vous. Grandir, c'est une chose, puis grandir d'une façon qui peut aider les autres à devenir plus conscients, plus aimants d'eux-mêmes et à grandir eux-mêmes. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ça donne confiance, ça donne espoir d'arriver à trouver un chemin qui, collectivement, va nous permettre d'aller vers plus d'harmonie, plus de sagesse, plus d'amour. Moi, je suis beaucoup là-dedans. Et je sais que le chemin qu'on doit soi-même s'offrir, c'est un chemin de grand courage. Hein? C'est comme, France, tu disais, tu avais appris à être un leader héros. Et là, ce que j'entends ce midi, c'est comment je peux devenir le leader héros de ma propre histoire. Puis c'est toute une affaire. C'est un chemin de vie, c'est toute une affaire. Fait que merci infiniment d'être qui vous êtes. Puis bonne continuité. Merci Gilberte. Gilberte qui est dans mon cœur une grande femme, une grande dame. Je pense que Gilberte a passé 30 ans à accompagner les leaders dans le leadership, dans le développement de leur leadership authentique. Hein? Ouais. Une inspiration pour moi, pour nous, tous les leaders de la communauté. Merci Gilberte d'être là. Si tu me permets, Pascal, merci à Gilberte d'avoir été là dans ma vie, puis celle de la vie de mon père aussi. Moi, je pense que c'est des personnes comme toi qui ont tracé la voie à où est-ce qu'on veut aller aujourd'hui comme leader humaniste. Puis, je veux dire, tu es dans mon cœur, puis j'ai appris à te connaître à travers mon père, à travers ce qu'on a fait ensemble et tout ça, l'authenticité, mais j'apprécie beaucoup ton témoignage. Je voulais te le dire. Merci. 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 On a Steve, est-ce que je vois votre main levée? Oui, allez-y, ouais, allez-y. Il y a Hélène, je pense que c'est Hélène. Hélène, on va aller avec après Hélène, ça, puis ensuite... Hélène et Steve. Parfait. Ça Hélène, hein? ensuite Steve, vous ouvrirez votre micro, ce sera votre tour. Hélène, on t'écoute. Voilà, j'ai enlevé mon micro. Parfait. Alors, oui, merci Gilberte. Je pense que ce n'est pas la première fois que je t'entends. C'est toujours très inspirant la manière que tu envisages, que tu appréhendes la vie et le leadership. Merci Nicolas et France. Je ne vous connaissais pas, mais ça ne sera tarder. Je vais faire de plus amples recherches sur ce que vous avez fait. Nicolas, particulièrement, je tiens à te dire, je ne sais même pas comment te le dire au fond, là, parce que voir des hommes qui sont capables de démontrer ainsi leurs émotions
pour moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'ai toujours dit qu'avant d'être des hommes ou des femmes, on est la vie sur sa plus simple forme. Et je me sens moins seule dans mon humanitude. J'ai un chemin qui ressemble un peu au vôtre, finalement. France, moi, j'ai travaillé plus de 25 ans dans le communautaire par choix. Et je continue à le faire plus au niveau entrepreneurial. Mais mon but, c'est d'être là où les gens ont besoin. C'est sûr que ma première motivation, ça n'a jamais été les sous. C'est vraiment la richesse que ça apporte de l'humain. Enfin, je suis vraiment, vraiment émue parce que dans ce genre de rencontre-là, je ne me sens pas une extraterrestre. Ce qui fait du bien, les gens sont capables de parler de leurs émotions, de quelque chose de véritable. Et s'il y avait plus de rencontres comme ça au niveau mondial, universel, on vivrait vraiment sur une belle planète. Fait que merci à tous, je vous embrasse tous. Merci. Merci, Léna. Tu es à la maison, hein, avec nous, à la communauté. On est à la maison dans cette communauté. C'est ce que les gens disent, hein, on se sent ensemble, c'est un refuge. Merci, Léna. Steve, si tu veux ouvrir ton micro et on t'écoute. Moi, Oh. Non, il faudrait que tu... Attends, ouais, réouvre le micro. Voilà. bon, c'est moi qui voulais parler. Moi, je suis la mère de Nico. Puis je voulais dire que cette émission m'a beaucoup touchée. Puis que de ne pas se faire du mauvais sang envers quand ça va venir. Moi, cette révélation-là, ça m'est venu tard. OK, j'avais 70 ans. Puis c'est comme, il a fallu que je fasse un infarctus pour, on appelle ça un ACV, un ACV. Oui. Pour m'apercevoir de certaines choses, puis que, en fait, l'authenticité, c'est ce qui avait le plus important, puis l'amour aussi. Puis j'ai jamais été, moi, à m'exprimer comme ça avant. Je veux dire, c'était Steve qui avait ce beau rôle-là. Puis j'étais souvent jalouse de lui, mais moi, je n'étais pas comme ça. Puis j'ai fait ma vie, puis c'est à 70 ans, presque, que je suis arrivée à ça, puis que je me suis dit, wow. Puis il a fallu que ma famille, mes amis me rendent, puis en fait, c'est les deux, c'est ma famille et mes amis. Me renvoie ça, puis que je constate que effectivement, c'est ça qui est le plus important. Puis le reste, ben on s'en fout. Je veux dire, les gens, oui, on s'en fout pas, mais ça peut prendre une place secondaire parce que c'est tellement important. C'est pas toujours facile. Je veux dire, moi, je me rendais compte que depuis 3 ans, j'ai été de bonne humeur le matin seulement en me réveillant, puis à fur et à mesure que la journée avançait, je n'étais plus de bonne humeur. Ça n'a pas d'allure, mais c'est comme ça. Puis là, ce que je veux retrouver, c'est une bonne humeur, mais qui dure, ou qui revienne, mais quelque chose de plus solide. De plus durable. Ben oui, puis c'est qu'est-ce qui importe vraiment? Hein? C'est un beau rappel, puis c'est touchant, Nicolas, de voir que c'est ta maman qui a un peu le mot de la fin parce que c'est le moment de se quitter. Hein? Oui, merci beaucoup pour votre partage. On arrive à la fin de ce moment ensemble. Honnêtement, je manque de mots pour vous remercier, Nicolas et France. Vous avez été d'une grande profondeur, des messages, comme Gilbert disait, tellement forts et puissants. Je suis sûre qu'on repart d'ici avec de multiples cadeaux. Alors, dans les jours qui s'en viennent, dans les semaines qui s'en viennent, ben, laissez ça émerger en vous. C'est quoi votre cadeau?
de cette rencontre d'aujourd'hui? C'est quoi la récolte de ce moment que vous vous êtes accordé? Parce que c'en est un moment de prendre soin que vous vous êtes accordé. Vous vous êtes dit oui ce midi, vous vous êtes choisi. On s'est choisi ensemble en communauté. Alors, laissez ça, comme dirait Chantal, percoler. C'est quoi votre récolte? Et donc, oui, Chantal, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, peut-être dire, tu sais, le mot que j'ai le goût qu'on s'offre, c'est notre chemin d'authenticité. Si j'avais à mettre un mot ou quelques mots, c'est comment faire son chemin d'authenticité, puis il y a autant de chemins qu'il y a de personnes, et c'est ce qu'on a vécu aujourd'hui dans ce grand partage-là. Et c'est tous des chemins différents, puis honorons nos chemins différents. Hélène parlait à 70 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. C'est notre chemin d'authenticité. Fait que merci aussi d'être dans votre chemin d'authenticité aussi en faisant ça. Et puis, ben, pour ce qui est du texte de France, et puis l'enregistrement va être disponible sur le site du Leadership Humaniste. On va voir avec France si elle accepterait. On mettra sur le site du Leadership Humaniste les propos que France ou Nicolas voudront bien nous partager, puis on va le mettre sur le site. Fait que, merci d'avoir été là. Pour moi, c'est quelque chose que je porte profondément dans mon cœur, puis moi aussi, ça m'aide à avancer sur mon propre chemin de me prendre soin et prendre soin des autres. Merci infiniment. Merci, Chantal. Merci pour l'invitation. Merci. Puis moi, je vais citer France en quittant. C'est à grands coups d'humain qu'on va y arriver, à grands coups d'humanité. Bye tout le monde. Beaucoup d'amour. Merci. Bon été. Merci. Prenez soin de vous. On vous met notre chanson thème annuelle pour se quitter. Alors, bisous. À bientôt. À bientôt. C'est ça. Attends. Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, si tu n'as pas pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche le rire, mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie qui te mord à chaque jour, si tu ne peux répondre au coup qu'elle te porte, amène-toi chez nous, je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à quatre, nous trouverons le tour. Viens. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Si tu cherches à comprendre le chemin qu'il faut suivre, si tu cherches à savoir ce vers quoi tu t'en vas, si tu vois ton bateau voguer à la dérive, amène-toi chez nous, j'aurai du rhum pour toi. Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive, mais peut-être qu'à ça, nous trouverons la voie. Si tu t'interroges sur le secret des choses, si devant l'inconnu tu ne sais que penser, si on ne répond pas aux questions que tu poses, amène-toi chez nous, je saurai t'écouter.
la vérité m'échappe. Je ne sais pas grand-chose, mais peut-être qu'à 1000, nous saurons la trouver. Viens, viens. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière.